Leclerc, Monsieur Blanes, voilà. On va peut-être fermer là derrière. Oui, pour le bruit, oui. Bon, je souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil municipal ainsi qu'au public et à la presse. Il y a une ou deux personnes qui l'ont dit qu'elles arrivaient, mais qu'elles avaient un peu de retard, notamment Christiane David. Voilà. Je ne sais pas qui réalise. C'est Christian. C'est toi qui fais l'appel. Bien, merci Christian et merci d'être là. Bonjour. Bayon-de-Noyer, Yves. Biel, Marie-Hélène. Bresson, Laurent. Mérigot, Hélène. Mathieu Stéphane doit arriver, sinon à donner pouvoir à Yves Bayon-de-Noyer. Éliane Gomez. Présent. Royer Christian, présent. Christiane David, arrivante. Bon. Patrick Gay. Olivier Louis. Présent. Jean-François Leclerc. Roland Tavernari a donné pouvoir à Jean-François Leclerc. Françoise Fortuné a donné pouvoir à Hélène Mérigot. Nicolas Jacques. Présent. Thierry Blanes. Patrick Villon. Chantal Vedel. Florence Lecomte, représentée par Madame Biel. Florence Andrzejewski-Reynaud. Lionel Gomez. Elisabeth Pereira. Laurent Rémy, représenté par Lionel Gomez. Sylvie Bourdelin. Estelle Schneider. Marine Bouillin. Représentée par Estelle Schneider. Représentée par Estelle Schneider. Bruno Ripoll. Véronique Agoguet-Fernaillon. Neza El Amlili. Pierre Claire, représenté par Madame Agoguet-Fernaillon. Très bien, merci de cet appel. Oui, Christiane David est arrivée. Hein. C'est arrivé, voilà. D'accord. Et Stéphane Mathieu. Très bien, donc nous pouvons démarrer ce conseil. Nous avons 11 délibérations à l'ordre du jour. C'est un conseil un peu moins chargé que le dernier. Donc le premier point, c'est l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 29 mai dernier que vous avez reçu. Y a-t-il des commentaires, des questions? Donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 4 abstentions approuvées à la majorité. Merci bien. Le premier point traite des communications des décisions du maire. Il y a donc 7 décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil et que nous vous remettons. Avez-vous des questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. J'ai juste une demande de précision concernant la 2018-055, et c'est pour Florence. On me suis laissé dire que... Alors, c'est un chantier qui a déjà été fait, ça? C'est celui qui a été fait? Ah, c'est les 18 747 € qui ont été pour la part, voilà. C'est le chantier à venir. Ah, c'est le chantier à venir, d'accord. Parce que... Pardon, oui, c'est le chantier à venir. D'accord, ok. Parce que le dernier chantier, apparemment, il a été installé des galets qui ont été sciés en deux. Donc je voulais savoir si c'était normal et si c'est ce qui avait été retenu dans la restauration. Pour les galets qui ont été installés, il y a une reprise qui est faite cette année. C'est qu'il a manqué de matériaux l'année dernière. Donc pour stabiliser la rase du mur, la part a pris une vingtaine de gros galets. Donc cette année, nous avons rentré énormément de pierres suite à des démolitions. Donc on a un stock et donc les galets vont être remplacés par des pierres type Touzeron, voilà, ce qu'on trouve ici. Voilà, c'est prévu avec la part et la BF. Voilà. D'autres questions? Non.
Si, donc nous pouvons passer au premier point à l'ordre du jour, qui est la création d'un service public de défense extérieure contre l'incendie. Donc, je vous expose l'exposé général des motifs. Donc, on rappelle que un décret du 27 février 2015, qui est relatif à la défense extérieure contre l'incendie, fameux DCI, fixe les règles qui sont relatives aux procédures de création, d'aménagement, d'entretien et de vérification des points d'eau servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie sur la commune. Donc, le préfet de Vaucluse, en janvier 2017, a arrêté le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie pour le département de Vaucluse. Et il y a un certain nombre de décisions. Donc, l'objet, c'est que les communes doivent assurer en permanence l'alimentation en eau des moyens et lutte contre l'incendie, qu'il faut distinguer la défense extérieure contre l'incendie du service public de l'eau et le réseau d'eau potable, alors qu'avant, il y avait peut-être une certaine confusion, qu'il faut éclaircir les rapports juridiques entre la gestion de la DECI et celle des réseaux d'eau potable, ces arrêtés inscrivent cette compétence de gestion au rang des compétences communales et que ça permet le transfert facultatif de la DECI aux établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI. Donc on rappelle que la DECI a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau d'incendie et que les communes sont donc compétentes pour la création, le dimensionnement des besoins, l'aménagement, le contrôle et la gestion des points d'eau nécessaires aux interventions du SDIS. Dans le cadre des PEI privés, c'est-à-dire des points de prélèvement d'eau privés, le maire ou le président de l'EPCI s'assure du contrôle périodique de ces points d'eau privés par le propriétaire ou l'exploitant. Il peut donc être amené, soit le maire, soit le président de l'EPCI, à lui rappeler cette obligation, en particulier lorsque la périodicité du contrôle n'est pas respectée. Car vous savez que sur un certain nombre d'établissements, il y a des points d'eau, de prise d'eau, qui ne sont pas publics, mais qui sont privés. En cas de carence, donc, il peut réaliser d'office ces contrôles aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. Donc, on rappelle que ce service public assure la gestion matérielle de la DECI. Il porte principalement sur la création, la maintenance ou l'entretien, la position de signalisation, le remplacement et l'organisation des contrôles techniques des postes de prélèvement d'eau et l'échange d'informations avec les autres services. Donc voilà globalement ce que disent, je dirais, ces arrêtés. Donc la collectivité compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer tout ou partie de ses missions par le biais d'une prestation de service conformément au Code des marchés publics. Voilà. Et donc la délibération suivante, comme vous le verrez, traite de la création d'un groupement de commandes entre les 5 communes et la communauté de communes des Pays de Sorgues et de Mont-de-Vaucluse pour choisir un même prestataire pour l'ensemble du territoire. Donc il fallait que d'abord nous créions notre service public de défense extérieure contre l'incendie avant de pouvoir le déléguer dans un groupement de commandes à l'intercommunalité. Donc voilà l'objet de cette délibération. Avez-vous des questions ? Monsieur Ripoll, vous qui êtes dans le métier, ça va ? Très bien, merci. Donc, après en avoir délibéré, nous décidons de créer un service public de défense extérieure contre l'incendie et on autorise le maire à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents qui sont afférents à cette décision. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité ? Donc, la délibération suivante, que je vous ai annoncée, c'est la convention constitutive de groupement de commandes entre la communauté de communes des Pays de Sorgues et Mont-de-Vaucluse et les 5 communes du territoire sur la défense extérieure contre l'incendie. Donc, après en avoir discuté, notre communauté de communes des Pays de Sorgues ainsi que les 5 communes membres ont décidé de recourir à un marché public groupé pour répondre à des besoins partagés en matière de défense extérieure contre l'incendie. Une forme de mutualisation est permise à travers la conclusion de groupements de commandes qui permet d'être plus attractif auprès des fournisseurs
puisqu'on augmente la surface, je dirais, d'activité à traiter, d'obtenir a priori de meilleurs prix pour la massification des achats, de mutualiser la procédure de mise en concurrence et de donner l'occasion d'échanges sur les pratiques, les choix et les stratégies d'achat entre les membres du groupement. Donc on rappelle que ce groupement sera constitué entre l'intercommunalité, Pays de Sorgue, Mont de Vaucluse, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, l'Île-sur-la-Sorgue, Saumane, Fontaine-de-Vaucluse et Le Thor. Donc on a joint à cette délibération le cahier des charges qui prévoit donc les prestations qui sont recherchées, contrôle et maintien en condition des points d'eau d'incendie, fameux PEI, les travaux optionnels et les bases de données cartographiques. À savoir que nous voulons connaître l'état de fonctionnement de chacun des points d'eau d'incendie à l'instant T. Donc les marchés qui découlent des lots 1 et 2 concernent les 5 communes, le lot 3 concernera la communauté de communes. Donc la coordination du groupement, nous le prévoyons, est assurée par la communauté de communes et il est précisé que la commission d'appel d'offres du groupement sera la commission d'appel d'offres de la communauté de communes, dans laquelle chacune des communes, et donc la nôtre, est représentée. Le coordonnateur sera chargé d'assurer la procédure de mise en concurrence, de signer, de notifier le marché au nom du groupement. On rappelle que le bureau communautaire s'est prononcé favorablement sur ce projet lors de sa séance du 5 juin dernier. Et donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer pour m'autoriser à signer cette présente convention. Avez-vous des questions ? Donc, pas de questions, donc je soumets à votre approbation. Bon, il n'y a pas le truc, bon. Donc je soumets à votre approbation le fait de pouvoir créer ce groupement de commandes entre la communauté de communes et les 5... Oui, ah ben oui, je vais donner la parole, il n'y a pas de problème, oui. Merci beaucoup, monsieur le maire. Oui. Les travaux de signalisation des différents points de prélèvement d'eau font partie du lot numéro 2, des travaux optionnels, ou ça sera pris en compte par chaque commune? Je ne l'ai pas regardé précisément, mais je pense, oui. 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 C'est tout ? Bon. Donc je soumets à votre approbation le fait que nous puissions signer avec l'intercommunalité et les autres communes cette convention constitutive de groupement de commandes pour la gestion du service défense extérieure contre l'incendie et de me donner délégation pour pouvoir signer cette convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante, c'est Christiane qui la lit. Tu as le document? Oui. C'est traite de l'acquisition d'une parcelle cadastrée section AL 389 au lieu dit de Rascassas. Alors je précise, je pense que c'est celle-là où, comme nous sommes après cette acquisition, nous sommes en location un dénommé monsieur Vincent Schneider, qui se trouve être le frère de Estelle Schneider. Estelle Schneider ne pourra pas participer à ce vote. Voilà. Non, elle peut rester, mais elle ne peut pas y participer. Voilà. Je vous remercie et Christiane, tu as la parole. Merci. Merci, bonsoir à tous. Donc, par courrier en date du 25 août 2017, la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur nous a informé du projet de vente de la parcelle cadastrée, section AL 389, lieu-dit Rascassas, accessible par la route de Fontaine-de-Vaucluse, représentant une superficie de 1976 mètres carrés pour un montant de 6 000 €. Ce terrain qui appartient à M. Bernard Guillard devait faire l'objet d'une transaction au profit de la famille Ortiz-Lagrenet. Il jouxte sur son côté ouest une parcelle qui appartient déjà à la commune et qui a fait récemment l'objet d'une préemption par l'intermédiaire de la SAFER.
Ce terrain est classé en zone A au plan OPLU. Il est soumis au risque d'inondation. Ce classement concerne les espaces destinés à l'activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de cette activité particulière. Compte tenu des risques de détournement de l'activité prévus dans ce secteur, engendrés par ce projet de vente, la SAFER a préempté ce bien avec révision de prix. La SAFER a proposé d'acquérir ce terrain pour un montant de 2 965 €, soit 1,50 € du mètre carré. Conformément à la réglementation, ce bien devra faire l'objet d'un bail de location à un agriculteur pendant une durée minimum de 15 ans à compter de la date de l'acte de vente. Monsieur Vincent Schneider, agriculteur et riverain à cette parcelle, a donné son accord pour louer ce terrain. Il est envisagé de fixer le prix de la location à 260 € l'hectare par an, comme cela a été fait pour la parcelle riveraine, soit 51,38 € pour ce terrain. Pour officialiser cette opération, la SAFER sollicite la signature d'une promesse unilatérale d'achat et propose que l'acte de vente soit préparé par l'étude de maître Karine Tassi-Kelcher, notaire à Lagnes. Il est rappelé que les frais d'acquisition inhérents à la SAFER seront soit 1 210 €, seront pris en charge par la commune. Le prix d'acquisition est de ce fait porté à 4 175 €. À cette somme, il conviendra d'ajouter les frais de notaire liés à la revente à la commune de l'ordre de 900 € environ. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie, Madame El Amlili. Bonsoir à tous. Est-ce que c'était pas possible pour la commune de préempter justement la vente de ce terrain? C'est ce que nous avons fait, mais le bras séculier, c'est la SAFER en l'occurrence. Voilà. Donc chaque fois, ça se passe comme ça. Mais la SAFER, d'ailleurs, n'acquiert un bien de ce type-là, qui est absolument minuscule, que si elle a un engagement derrière de la commune de le racheter, ou d'un particulier privé, quoi, l'un ou l'autre. Voilà. Oui, je vous en prie. Oui, ça va jouxter donc la parcelle 392 qui a été actée, dont la vente, enfin l'achat par la commune a été acté au dernier conseil, il me semble. Je voulais savoir qu'est-ce qui va être fait comme culture dessus. C'est remis. En général, culture céréalière et maraîchère. Là, actuellement, il n'y a rien de fait parce qu'il est en attente de l'agrément bio. Voilà. Donc, pour l'instant, il ne peut pas toucher les terres tant qu'il n'y a pas eu la visite officielle. Voilà. Mais enfin, il est libre, hein. Demain, il veut planter des pommiers, il veut faire pousser du pavot, c'est sa liberté, hein. Voilà. Bon. Très bien, nous pouvons délibérer, donc, et décider d'acquérir la parcelle cadastrée AL 389 au lieu dit Rascassa, qui représente une superficie de 1976 m² auprès de la SAFER pour un montant de 4 175 €. On s'engage à louer ce bien à un agriculteur pendant une durée de 15 ans minimum. On autorise la location de cette parcelle à M. Vincent Schneider, agriculteur riverain, et nous fixons le loyer à 260 € par hectare, soit 51,38 € par an pour la parcelle. Nous chargeons l'étude de maître Karine Tassi-Kelcher, notaire à Lagnes, de préparer l'acte d'acquisition officielle. Nous disons que la commune prendra en charge les frais liés à cette opération et votre délibération autorisera le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires à cette opération. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, adopté à l'unanimité, sans la participation de Estelle Schneider. La délibération suivante traite également de l'acquisition par la commune de la parcelle cadastrée 253, route de l'Île sur la Sorgue. Et c'est Christian Royer qui nous la lit. Merci. En fait, il va y avoir 3 rapports semblables, disons. Il y a environ une trentaine d'années,
la commune a aménagé une contre-allée sur une partie de la route de l'Île-sur-la-Sorgue. Cette voie d'une centaine de mètres avait été réalisée pour permettre de sécuriser la desserte de plusieurs établissements commerciaux installés à proximité de cet axe routier classé à grande circulation. Il s'avère que la commune n'est à ce jour propriétaire que de la partie centrale, cadastrée section BT25. Les autres parties sont restées la propriété des riverains. Parmi les terrains concernés, certains sont déjà fait l'objet d'un document d'arpentrage. Compte tenu de cette situation particulière, les propriétaires concernés sont favorables à une cession à l'euro symbolique de ces biens à la commune. Monsieur Jean-Marc Gamet, domicilié 614 route de l'Île-sur-la-Sorgue au Thor, est propriétaire de la parcelle cadastrée BT 253 qui représente une superficie de 133 m². Après divers échanges, le propriétaire a fait part de son accord de céder à l'euro symbolique cette parcelle sous réserve que la commune prenne en charge les frais de notaire inhérents. Cet immeuble est classé en zone EU au PLU. Ce classement correspond au secteur d'activité économique situé au sud-est du territoire communal. Compte tenu de la situation de cette route, il avait été envisagé, lors de la mise en place de la communauté de communes, de déclarer la contre-allée d'intérêt communautaire. Pour transférer la gestion de cette rue à la communauté de communes de Pays des Sorgues et Mont de Vaucluse, il est nécessaire que la commune en soit propriétaire dans son intégralité. Pour officialiser cette opération, il est proposé de confier la préparation de l'acte de vente à l'étude notariale de maître Philippe Sol, domicilié à l'Île-sur-la-Sorgue. Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce pour cette acquisition et autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Christian. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Donc je soumets à votre approbation le fait d'acquérir à l'euro symbolique par la commune la parcelle cadastrée section BT 253 formant une partie d'une contre-allée de la route de l'Île-sur-la-Sorgue au Thor, représentant une superficie au sol de 133 m², appartenant à monsieur Jean-Marc Gamet. Deuxièmement, de charger l'étude notariale de maître Philippe Sol de réaliser l'acte officiel d'acquisition, dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. La délibération suivante est du même ordre, mais pour une parcelle mitoyenne, la numéro 255, Christian. Donc pour les mêmes raisons, donc la société Sergui, gérée par monsieur Guy Bien, domicilié 105 route de Velleron au Thor, est propriétaire de la parcelle cadastrée BT 255, qui représente une superficie de 150 m². Donc il est toujours proposé donc, de la céder à l'euro symbolique et que les frais de notaire soient à la charge de la commune. L'acte doit toujours être préparé par maître Philippe Sol de l'Île-sur-la-Sorgue. Donc il convient de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc je soumets à votre délibération le fait d'acquérir à l'euro symbolique par la commune la parcelle cadastrée BT 255, formant une partie d'une contre-allée de la route de l'Île-sur-la-Sorgue au Thor, représentant une superficie au sol de 150 m² et qui appartient à la société Sergui, gérée par monsieur Guy Biens. Chargé l'étude notariale de maître Philippe Sol de réaliser l'acte d'acquisition, dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires à cette opération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et la troisième, qui est du même ordre, qui est aussi mitoyenne, la BT 161. Donc Christian. Donc la société La Cressonnière, gérée par monsieur Fabien Marino, domicilié 844 chemin de Saint-Estève au Thor, est propriétaire de la parcelle cadastrée section BT 161, qui représente une superficie de 569 m². Donc il est également il a donné son accord pour le céder à l'euro symbolique, sous réserve donc la commune prenne en charge les frais de notaire inhérents
et l'acte de vente sera également préparé par maître Philippe Sol, domicilié à l'Île-sur-la-Sorgue. Il convient de bien je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc c'est le même tonneau. Je vous propose d'accepter l'acquisition à l'euro symbolique par la commune de la parcelle cadastrée BT 161, qui forme une partie d'une contre-allée de la route de l'Île-sur-Sorgue, pour une superficie de 569 mètres carrés, appartenant à la société La Cressonnière, gérée par M. Fabien Marino, de charger l'étude notariale de maître Philippe Sol de réaliser cet acte, dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires à cette opération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Donc la délibération suivante traite de l'enfouissement des réseaux électriques, basse tension et téléphonique, chemin nouveau, et traite de la convention de servitude avec le syndicat d'électrification vauclusien. Donc c'est Jacques Nicolas qui nous la présente. Merci. Le bureau d'études Elec-Service, domicilié à Morières-les-Avignon, a été chargé par le syndicat d'électrification vauclusien de préparer la mise en place des travaux d'enfouissement du réseau électrique basse tension issus des postes Chrysanthème et Vatel au niveau du chemin nouveau. Cette entreprise a été également chargée d'enfouir le réseau téléphonique de la même zone. Les travaux concernent plus particulièrement une partie d'un espace vert bordant le trottoir de l'avenue de la Libération ainsi que la sortie sud du chemin nouveau. Il consiste à enfouir sur une trentaine de mètres des fourreaux, des coffrets avec leurs accessoires et une chambre de tirage pour dissimuler les réseaux d'énergie électrique et de téléphonie dans ce secteur. Les parcelles communales concernées sont cadastrées section AE numéro 69 et 211. Pour permettre la réalisation de cette opération, il est nécessaire de mettre en place une convention de servitude entre la commune et le syndicat d'électrification vauclusien. Celle-ci permettra à ce dernier, à Enedis et à Orange et aux entreprises mandatées d'intervenir sur la propriété communale. La servitude concerne un espace vert en bordure du trottoir. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette opération et autorise le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, j'ai une petite question. Pendant les réunions de quartier, la parole de quartier, vous aviez dit que le réseau, la fibre optique serait installée en aérien. J'ai mal compris ou? Personne, pas moi, mais personne de l'équipe n'a dit que ça serait installé en aérien. D'accord. Ça serait installé, oui. En 2020, oui, mais pas en aérien. Mais pas en aérien. Non. D'accord. Il y avait des, j'en ai discuté, puis il y avait des avis divergents, donc effectivement, c'était juste pour que ce soit précisé, voilà. Toute notre philosophie est au contraire d'enterrer chaque fois que nous pourrons les réseaux électriques qui sont en aérien et qui quelquefois dépareillent complètement notre centre-ville. Donc la fibre, elle va être enterrée, bien évidemment. Je pense d'ailleurs qu'en termes de sécurité, c'est beaucoup mieux. On peut pas, c'est enterré au fur et à mesure des travaux, donc ça prend tellement de temps, l'enfouissement des réseaux, je veux dire, ça sera obsolète avant même d'avoir existé cette affaire. Donc voilà. Je peux répondre? On le fait en fait d'enterrer. Là, par exemple, le chemin nouveau, on n'a pas une vraie demande, mais on enterre quand même un fourreau supplémentaire pour la fibre. Systématiquement, dès qu'on ouvre quelque part, on enterre un fourreau pour la fibre. Donc c'est systématique. Et là, je précise que sur ce point, chemin nouveau, il y avait des problèmes en plus au niveau d'un des transformateurs qui est à l'entrée, qui de temps en temps prenait feu ou avait une sale allure. Donc c'est... Très bien. Donc je vous propose d'en délibérer, de donner un avis favorable à l'enfouissement des réseaux électriques basse tension et téléphoniques sur les parcelles communales cadastrées 69 et 211, au lieu dit la Ferraille des Jardins, de consentir une servitude de tréfonds à titre gratuit au profit du syndicat d'électrification vauclusien sur une largeur d'1 mètre et sur une longueur totale d'environ 32 mètres, au niveau de laquelle les réseaux d'énergie électrique et de téléphonie seront dissimulés, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer
la dite convention de servitude. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Le dossier suivant traite de l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain communal, lieu-dit Grange-Vieille, et de signer une convention avec l'entreprise SFR. Donc Christian Royer, tu as la parole. Merci. La société SFR, dont le siège social est à Paris, exploite des réseaux de télécommunications sur le territoire national. Pour les besoins de l'exploitation de ces réseaux actuels et futurs, cette entreprise souhaite installer un relais supplémentaire sur la commune. SFR dispose déjà de 2 antennes relais sur la commune. La première est située sur un terrain privé en limite nord du territoire national, à proximité de la mine Motory. La seconde est installée sur un terrain communal en bordure de la route de Caumont-sur-Durance. Cette dernière supporte également les équipements téléphoniques de la société Bouygues Télécom. SFR souhaite installer un nouveau relais à proximité du centre-ville, plus particulièrement dans la partie est de l'agglomération. Dans un premier temps, il avait été proposé de positionner cette nouvelle antenne sur la parcelle cadastrée AE 139 qui se situe entre la voie ferrée et le boulodrome. L'architecte des Bâtiments de France ayant donné un avis défavorable à ce site, il a été étudié avec ce dernier une nouvelle implantation, évidemment avec SFR également. Il a donc été proposé un nouvel espace sur la parcelle cadastrée AD 408, lieu-dit Grange-Vieille. Le terrain nécessaire à cette entreprise représente une superficie d'environ 25 mètres carrés. Le relais consiste en l'installation d'un pylône d'un diamètre d'environ 1,10 m et d'une hauteur de 24 mètres. Les antennes seront intégrées à l'intérieur du pylône. À cet effet, une convention de location de l'espace précité officialisera les relations entre la commune et la société SFR. Sa durée est de 12 ans, renouvelable par période successive de 5 années, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant un préavis de 24 mois. Le loyer annuel de départ est fixé à 7 200 € net. Celui-ci évoluera dans les mêmes conditions que l'indice INSEE du coût de la construction. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette location et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer tous les documents nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Magoguet. Oui, comme en juin dernier, quand il s'agissait de l'implantation de l'antenne sur le boulodrome, vous nous demandez de nous positionner, vous nous demandez notre avis, mais on n'a pas d'étude d'impact. Je veux dire, ça manque d'informations, tout ça. En plus, donc l'ABF a refusé donc l'implantation sur le boulodrome, mais si c'était parce que c'était dans les 500 mètres du monument classé, sur Grange-Vieille, ça sera pareil, puisque c'est dans le périmètre. Et puis en plus, là, il est dans une zone, vous le positionnez sur une zone urbaine, donc il y a les Seringas, il y a les HLM, il y a le chemin de Montclar, il y a pas mal d'habitations, mais en plus, c'est une zone qui fait l'objet d'une OAP avec 45 logements supplémentaires qui devraient être construits, dont une vingtaine ou 25 même, je crois, pour des seniors. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure implantation et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'étude d'impact déjà de SFR pour cette implantation et d'autre part, l'avis de l'ABF à ce sujet? Alors, je vais laisser répondre Christian sur l'aspect de l'étude d'impact. L'avis de l'ABF a été sollicité. C'est la délibération l'intègre dans les exposés des motifs. C'est-à-dire que c'est après avoir recueilli leur avis que nous avons décidé de soumettre au conseil municipal cette implantation sur ce lieu. Alors que préalablement pour le boulodrome, l'implantation au boulodrome, l'avis a été postérieur. Est-ce que là, il est préalable? Donc, je pense que l'obstacle de l'ABF est complètement levé. En ce qui concerne l'étude d'impact. D'impact, de toute façon, les règles de tous les opérateurs téléphoniques, il faut que ce soit conforme, donc toutes les normes sanitaires qui sont en vigueur. Et elles doivent être non seulement en conformité aujourd'hui, mais demain. Et ils s'engagent dans la Convention, justement, à respecter ces normes sanitaires. Et c'est eux qui le feront au moment où ils déposent le dossier au niveau
le permis de construire, parce qu'il y a un permis de construire qui va être déposé aussi. Vous savez, l'énorme contradiction, mais on l'a vu dans les réunions de quartier, une des plaintes importantes en matière de téléphonie, c'est les ruptures de réseau et de fonctionnement. On a eu plusieurs personnes qui nous ont dit, mais Orange, ça coupe à tel endroit, SFR, ça coupe à un autre endroit, etc. Bon. Donc, ça veut dire que le citoyen attend d'avoir un fonctionnement de son téléphone mobile qui soit performant et qui n'ait pas de variation quand on va d'un point à l'autre sur la commune. Et en même temps, vous nous dites, enfin, je résume votre pensée, mais l'antenne, plus elle serait loin, mieux ça serait. Le problème, c'est que plus elle est loin, moins ça fonctionne. Voilà, donc on est dans une espèce de contradiction, si vous voulez, qui est complexe. C'est fort. Oui, ou plus c'est fort, puisque Stéphane Mathieu a une compétence sur ce sujet qu'il vous a déjà détaillé. Néanmoins, vous nous apporter cette étude d'impact en amont. Je ne comprends pas qu'on se positionne, qu'on dit amen à oui, à tout le monde, à SFR, en disant oui, vous allez l'implanter, mais on ne lui demande pas en amont de cette délibération l'étude d'impact. Il aurait fallu d'abord avoir l'étude d'impact. Et puis en plus, vous êtes le garant quand même de l'intégrité de vos administrés. Alors, il faut quand même s'assurer que cette antenne, elle répondra à tous les critères, mais en amont de cette délibération qui autorise à louer le terrain. Je ne comprends pas, on fait les choses un peu à l'envers. Déjà, on vérifie, et ensuite, oui, si tous les critères sont réunis, parce que techniquement, c'est comme ça, les normes sont comme ça, oui, alors on louera. Mais dire oui, maintenant, on va louer, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour vous. Il faut quand même savoir que l'ensemble des opérateurs sont soumis à des cahiers des charges qui sont extrêmement stricts, qui ne sont pas édictés par nous, mais qui sont édictés par l'État. Et lorsqu'ils implantent une antenne, ils respectent ces conditions-là. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils sont agréés, puisque les opérateurs sont agréés par l'État et pas par les communes. Donc je ne vois pas quelle serait notre compétence à nous d'aller contrôler ce que l'État a déjà contrôlé avec des services spécialisés. Voilà, donc en réalité, ce contrôle que vous dites qu'il aurait fallu réaliser, il a déjà été réalisé par l'État et préalablement. Mais c'est pas la première fois qu'on discute de ça et j'entends ce que vous dites, mais je pense que vous êtes dans l'erreur. Voilà. D'autres questions ? Non, donc je soumets. Oui, monsieur Ripoll. Bon, pour compléter, il est quand même normal que l'on demande des garanties supplémentaires avant le vote de cette délibération. C'est quand même la première antenne véritablement implantée, on va dire, en milieu urbain. Bon, on va pas refaire le débat de la dernière fois, mais vous avez raison. Les citoyens demandent à recevoir un peu mieux le téléphone, Internet, etc. Mais le rôle aussi des élus, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde se ferme les yeux. Peut-être les utilisateurs dont je fais partie aussi, mais il ne faut pas mésestimer le principe de précaution. Donc il est normal que l'opposition demande un peu plus de documentation à ce sujet. Voilà, en ce qui concerne notre position. Non, mais moi je n'ai pas dit que votre question était anormale. Hein. Je vous dis simplement que l'ensemble des opérateurs sont sous un contrôle étroit de l'État par le respect de leur cahier des charges. Bon voilà, donc mais j'entends que vous puissiez poser une question, je n'ai pas dit l'inverse, hein, donc voilà. Bon, donc je soumets à votre délibération de donner un avis favorable à l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur la parcelle communale cadastrée AD 408, lieu dit Grange Vieille, d'autoriser la location d'une superficie d'environ 25 mètres carrés à la société SFR pour un loyer annuel initial de 7 200 €, actualisable, de fixer la durée de location de l'espace précité à 12 ans, reconductible tacitement par période successive de 5 années, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et respectant un préavis de 24 mois, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer la dite convention. Donc, y a-t-il des oppositions? Donc, 3 oppositions, des abstentions. Donc, adopté à la
Pardon. Alors, donc, trois oppositions, une abstention, adoptée à la majorité. Le dossier suivant traite de l'actualisation des tarifs des droits de place pour les marchés communaux. Jean-François, tu as la parole. Merci. Oui, la dernière révision des tarifs des droits d'occupation du domaine public pour les marchés d'approvisionnement a été établie par le Conseil municipal au cours de la séance du 17 mai 2016. Le montant total des droits de place perçus depuis quelques années sont les suivants. Vous voyez toute une grille. Et en 2017, il y a eu une légère chute. Ça a été dû au nombre important de jours de mauvais temps le samedi. Il est précisé que les services en charge de ce secteur veillent en permanence à maintenir la plus grande diversité possible au niveau des produits commercialisés, afin de garantir l'attractivité de notre marché. Les tarifs en place dans notre commune sont relativement bas par rapport à la plupart des autres collectivités du département et des départements limitrophes. La commission des marchés s'est réunie le 11 avril dernier en présence du président de l'organisation syndicale représentative de la profession et d'un autre représentant pour débattre de l'actualisation de ces tarifs. Ces derniers ont émis un avis favorable pour proposer au conseil municipal l'évolution suivante. Pour les marchés hebdomadaires, permanents par mètre linéaire et par jour, actuellement c'est à 1 €, ça va passer à 1,05 €. Pour les passagers, c'est à 1,10 €, ça passera à 1,20 €. Et les branchements électriques que certains commerçants prennent restent à 2,20 €. Par ailleurs, il a été proposé de ne pas changer les tarifs forfaitaires spécifiques en vigueur concernant les exposants de véhicules professionnels, concessionnaires, mandataires ou agents, 10 € par véhicule et par jour, ainsi que pour le camion d'outillage, 71 € par jour. Il a été constaté d'ailleurs pour ce dernier type de commerce qu'il venait pratiquement plus depuis 2 ans. Ces tarifs prendront effet à compter du 1er juillet 2018. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Jean-François. Y a-t-il des questions? Oui, Madame El Amlili, je vous en prie. Sur quelle base, en fait, a été calculée cette augmentation? Parce que 5 centimes, c'est dérisoire, quoi. Je n'ai pas entendu la question. Oui, la question est de dire sur quelle base a été calculée cette augmentation. Donc, vous savez, c'est dérisoire, ça fait 5%. Et oui, donc 5 centimes, c'est dérisoire. Mais bon, d'abord, ils sont tous à plus d'1 mètre linéaire. Hein. Mais deuxièmement, ça fait 5%. Donc, c'est pas complètement dérisoire. Voilà. Donc, on a voulu avoir une augmentation qui soit existante, mais qui soit aussi modérée. Voilà. Yves. Oui, Jean-François. Et de plus, le représentant syndical demande qu'à ce que l'on fasse des augmentations progressives chaque année, au lieu de carrément mettre tous les 3-4 ans un coup de massue. Voilà. C'est ce qu'on a fait en accord avec lui. Ça suppose que l'année prochaine, vous allez encore augmenter les tarifs? Exactement. Ça sera une augmentation constante? Tous les ans? Pas forcément. On verra, mais on n'augmentera jamais beaucoup, jamais plus que ça. D'accord. Voilà. Mais il faut reconnaître que c'est quand même dérisoire par rapport aux autres communes environnantes. Et nos tarifs sont bas, oui, ça c'est sûr. Très bien. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de modifier les tarifs des droits de place des marchés hebdomadaires, tels que ceci vous a été présenté, de maintenir les tarifs forfaitaires spécifiques, tels que ceci vous a été présenté, et dit que ces tarifs seront applicables au 1er juillet 2018. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Les 2 délibérations suivantes traitent des subventions de fonctionnement aux associations tauroises. Donc, Eliane, c'est toi qui as la parole. Merci. Merci. La commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C'est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de leur activité. 1 000 €
Pour l'association Centre Animation, afin de participer aux frais d'assurance importants pour la mise en place de plusieurs manifestations animant le tort, il est proposé de lui allouer une subvention de 400 €. Pour l'association Pose ton art, afin de participer à hauteur de 50% aux frais de la location des bâtiments privés utilisés pour leur activité, montant des frais inscrits au budget 19 739 €, il est proposé de lui allouer une subvention de 9 870 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agouguet. Oui, là, donc, comme tous les ans, hein, on donne donc 9 870 € pour Pose ton art au titre du paiement du loyer. Et je m'interrogeais en fait sur l'opportunité d'avoir, c'est dans un autre domaine, mais c'est un peu la même chose quand même, hein, vous m'excuserez. Mais le tort Tous ensemble pour tous donc va intégrer un nouveau local normalement, donc Midi Pesage. Et pourquoi avoir acheté le local pour le louer à LTTE, alors que LTTE pouvait le louer directement et on lui aurait donné une subvention pour payer le loyer. Enfin, on l'aurait aidé à payer le loyer. Pourquoi avoir choisi cette démarche plutôt que, comme pour Pose ton art, où l'association se débrouille et ensuite on verse une aide au titre du loyer? Quel est l'intérêt pour la mairie? Alors, ce n'est pas du tout l'objet de la délibération. Moi, je veux bien répondre à cette question, mais ce n'est pas du tout l'objet. Bon, donc je vous propose, si vous permettez, madame, que nous votions cette délibération et après je répondrai à votre question. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je soumets à votre délibération d'attribuer aux subventions tauroises une subvention de fonctionnement pour l'année 2018, le centre d'animation 400 € et Pose ton art 9 870 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? Alors, dans votre déclaration liminaire, là, à votre question, plusieurs erreurs. Donc, la première, c'est que nous n'achetons pas ce local. On ne l'achète pas. Non, mais vous avez dit qu'on l'achetait. On ne l'achète pas. Donc, de façon à pouvoir sécuriser et le propriétaire et l'association, les deux, la commune s'est portée comme locataire principal. Et nous le sous-louons à Le Thor tous ensemble dans des conditions qui lui permettront d'avoir une aide de la commune. Donc, tout ceci fera l'objet bien évidemment de délibérations qui ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui puisque les conventions sont en train de se finaliser, mais ça sera soumis au conseil municipal de la rentrée du mois de septembre. Donc voilà. Donc Le Thor tous ensemble sera accompagné, aidé, et la commune a beaucoup aidé à ce que cette négociation puisse aboutir de façon à ce que l'association se retrouve dans de meilleures conditions que celles qu'elle avait jusqu'à présent. Mais on vous détaillera tout ça au mois de septembre. Donc, la dernière délibération, c'est l'attribution de subventions d'action aux associations tauroises. Et donc, Eliane, tu as la parole. Merci. Merci. Donc, là, nous allons passer aux subventions d'action. Donc, cela concerne l'association Ambiance Tauroise. L'association participera cette année à l'organisation des Journées européennes du patrimoine sur la ville du Thor, les 15 et 16 septembre. La thématique choisie pour cette occasion est les raisins de la culture, le Thor et le chasselas. Différentes animations seront proposées par l'Ambiance Tauroise. Un défilé d'attelage traditionnel appelé Corso des charrettes. Ces derniers seront décorés et conduits par des associations locales. Une soirée musicale à l'issue du spectacle Son et Lumière organisé le samedi soir. Il est prévu des frais liés à l'organisation de ces deux manifestations. La subvention proposée est de 3 000 €. Le centre d'animation. L'association a mis en place au mois d'avril l'événement Culture Sport du terroir des Sorgues, pour lequel la mairie avait alloué une subvention d'action de 100 €. Des frais complémentaires ont été réalisés notamment suite à la présence d'une mini-ferme et d'une animation micro sur la journée. La mairie souhaite accompagner l'investissement de l'association pour la réussite de cet événement et propose une subvention exceptionnelle supplémentaire de 200 €. Association Pose ton art. Réunissant de nombreuses activités, Pose ton art est une association culturelle d'éducation populaire. Au service du plus grand nombre,
L'association propose des activités artistiques à ses adhérents dans un local privé dans la zone artisanale La Cigalière. Le nombre des adhérents de l'atelier Terre, fidélisés depuis quelques années, continue de progresser. Leur souhait est de réaliser une finition plus aboutie de leur création, dont certaines ont été exposées lors du dernier salon des 1000 mains au mois d'avril dernier. C'est pourquoi, pour 2018, l'association sollicite une aide pour l'achat d'une cabine d'émaillage accompagnée d'un pistolet d'émaillage et d'un compresseur. Le montant de la subvention proposée est de 1 250 €. L'association Le Sonographe. La salle du sonographe, au-delà d'être un lieu reconnu par sa programmation blues en France, est avant tout un espace de rencontre où se côtoient de nombreux styles et musiques du monde et favorise les moments de partage et de cohésion sociale. Afin de répondre aux attentes et aux exigences des groupes accueillis ainsi qu'au public, l'association a besoin de renouveler son parc d'éclairage au niveau de la scène ainsi que l'informatique pour le gérer, ordinateurs et logiciels liés. Cet achat lui permettra de continuer à accompagner une programmation qualitative et exigeante. Le montant de la subvention proposée est de 1 723 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose, est-ce que vous acceptez un vote groupé ou article par article? Groupé? Groupé. Donc, décider d'attribuer une subvention de 3 000 € à l'association Ambiance Tauroise, une subvention supplémentaire de 200 € à l'association Centre d'animation, une subvention de 1 250 € à l'association Pose ton art et une subvention de 1 723 € à l'association Le Sonographe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes arrivés à l'issue des rapports, des délibérations, mais il y a une question de la liste dynamique et solidaire. Je vous en prie. Monsieur le maire, nous vous prions de trouver ci-après donc les sujets que nous souhaitons évoquer lors du prochain conseil et qui appellent des réponses de votre part. Alors que nous vous alertons sur les dangers potentiels des compteurs Linky, vous n'avez de cesse de nous opposer la modernité et une histoire bien mal placée que vous répétez à l'envi sur l'utilisation des moissonneuses-batteuses faisant débat en leur temps. À l'évidence, les enjeux de ce déploiement vous échappent. Aussi, nous souhaitons aujourd'hui attirer votre attention sur votre responsabilité qui pourrait être engagée dans cette affaire. Question 1. Il a été démontré que Enedis ne dispose pas d'assurance pour couvrir les risques techniques liés à la pose et à l'utilisation des nouveaux compteurs intelligents. En conséquence, Enedis rejette la responsabilité des dysfonctionnements sur les propriétaires et/ou les abonnés. Le manque de qualification des installateurs est également mis en cause, accroissant en outre le risque de dysfonctionnement, alors qu'il devrait s'agir d'électriciens certifiés bénéficiant de garanties obligatoires. La mairie, propriétaire et abonné également des bâtiments publics en général et des écoles élémentaires en particulier, pourrait, en cas de dysfonctionnement, être tenue responsable par défaut d'assurance d'Enedis, comme évoqué précédemment. Également, du fait que les collectivités territoriales sont propriétaires du réseau d'ouvrages électriques, en vertu de l'article L322-4 du Code de l'énergie, et plus globalement, du fait de la compétence générale de la commune représentant les prérogatives publiques, la commune pourrait subir les conséquences judiciaires des dysfonctionnements des compteurs pour réparer ultérieurement les préjudices ou dommages de toute nature consécutifs au déploiement du compteur et de ses infrastructures, donc dommages subis par une personne physique ou morale, résidant ou installé sur le territoire de notre commune. En particulier, vous pourriez vous-même être tenu pour responsable des pertes d'exploitation, pertes de données informatiques, pertes de denrées, atteintes aux biens ou aux personnes chez les commerçants, entreprises, associations et particuliers, comme les appareils grillés, incendiés, etc. Bref, en conséquence, il convient de vérifier au plus vite tous ces points qui menacent la commune, ainsi que les contrats d'assurance qui permettront de se prémunir en cas de dysfonctionnement. Merci de nous faire un retour à ce sujet. La question 2 est liée, donc je vais vous la lire également, si vous voulez bien. Donc, des compteurs Linky ont d'ores et déjà été installés au TOR, ce qui suppose l'aliénation des compteurs bleus appartenant à la commune. Toutefois, les conditions de sortie des biens du domaine public ou du domaine privé répondent à des procédures strictes.
Donc la condition de sortie du bien du domaine public, c'est lorsqu'un bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, il ne relève plus du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Ainsi, la sortie d'un bien du domaine public communal est conditionnée d'une part par une désaffection matérielle du bien et d'autre part par une délibération de la commune constatant cette désaffection et portant déclassement du bien. Condition de sortie du domaine privé de la commune, les biens relevant du domaine privé communal sont gérés en application des règles du droit privé. Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal, notamment en matière de conservation et d'administration des propriétés de la commune et de passation des baux. Or, la commune n'a pas pris de telles délibérations. Donc, pouvez-vous nous tenir informés de la procédure d'aliénation, le cas échéant? Donc, ces deux questions, ça traite donc aux assurances de la commune et la sortie, le déclassement des compteurs bleus. Voilà, on parlera de la question 3 après, parce que c'est déjà bien long. Ah, vous préférez? Bon. Après, ça concerne la nouvelle agence de la Poste qui a été reportée alors que le bureau actuel a déjà été fermé, donc entravant la continuité du service public. Maintenant, elle est ouverte. Bon, on a bien noté. Donc, des problèmes sont à l'origine de ce retard. Donc, quelles solutions ont été mises en œuvre pour régler cette difficulté et de quelle manière elles ont grévé, ces solutions, le budget de la commune? Et on en profite également pour vous demander de bien vouloir nous faire parvenir les tableaux des marchés et les plus et les moins-values de ce chantier. Voilà, on l'avait déjà demandé précédemment et on n'avait pas eu de réponse. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous le relancer. Très bien. Alors, je réponds aux 3 questions. Donc, la première, qui s'appelle compteur Linky, vous nous posez en réalité exactement la même question qu'en décembre dernier, mais sous un jour différent. Donc la question se résume à savoir si la commune a une compétence et une responsabilité pour pouvoir se prononcer sur l'installation par Enedis des compteurs Linky. À même question, même réponse. La commune ne possède aucune compétence pour se prononcer favorablement ou défavorablement lors de l'installation des compteurs Linky. Cette affirmation n'est pas la mienne, mais celle des multiples décisions des préfets en France et des tribunaux administratifs qui ont cassé les délibérations ou les arrêtés des maires qui se sont prononcés sur ce sujet. Pour plus d'informations, confère ma réponse de décembre dernier. Deuxième question, compteur Linky, toujours. Chaque année, il faut savoir que ce sont entre 50 et 60 compteurs électriques, les compteurs bleus, qui sont installés ou changés sur notre commune. Je n'ai jamais entendu précédemment une seule question sur ce sujet d'aliénation. Et pour cause, puisque ceci n'est pas de la compétence de la commune, qui a donné en gestion ces biens à un syndicat, qui lui-même les a donnés en gestion à Enedis. Mais il semble que la question soit posée parce que le compteur remplaçant est un compteur Linky. Si c'était un compteur bleu, peut-être que la question ne serait pas posée. C'est la même chose, ce n'est pas de notre compétence. On peut tourner le problème comme on veut, ce n'est pas de notre compétence. La question numéro 3 traite de l'ouverture de la Poste. Alors, on rappelle que la commune est propriétaire du bâtiment et a livré à la Poste les locaux le 29 mai dernier, comme cela avait été programmé dans la dernière phase des travaux et conformément au planning du maître d'œuvre. L'entrée des lieux a permis le transfert des équipements de sûreté propres à la Poste, dont la commune n'a pas à connaître ni l'organisation ni le fonctionnement. Cette phase propre à la Poste n'aurait dû durer qu'une semaine, comme c'était initialement prévu. Mais le fournisseur des liaisons téléphoniques et informatiques n'a pas traité simultanément la demande de la Poste de transférer les lignes téléphoniques et informatiques. Il en résulte que tous les équipements opérationnels et de sûreté de la Poste ne pouvaient pas fonctionner malgré leur mise en place physique. Et l'opérateur n'avait pas été soit prévenu à l'avance, soit n'a pas respecté les délais fixés par la Poste. Conscient des délais qui ont été annoncés par le fournisseur pour opérer ce transfert de ligne, opération que lui-même a sous-traitée, la direction de la Poste a mis tout en œuvre
pour réduire le délai d'intervention en sollicitant auprès de son opérateur un traitement prioritaire. La Poste avait cependant déjà organisé son repli, initialement prévu pour une semaine, sur le bureau de l'Île-sur-la-Sorgue. Et ils n'ont pas voulu revenir dessus. Il aurait fallu qu'ils redéplacent leur organisation, salariés, etc. Le transfert des lignes a été réalisé. Les opérations de mise en service ont suivi immédiatement après. Donc la validation sûreté et sécurité a été faite le 21 juin dernier pour une ouverture le 22 après-midi, le temps de laisser au personnel la réception des valeurs. Ce retard n'a entraîné aucun surcoût pour la commune, car il s'agit d'un problème de liaison réalisé par un fournisseur dont la charge est exclusivement à la Poste. En ce qui concerne le détail des coûts d'investissement pour la restructuration du bâtiment dans son ensemble et des plus ou moins values, donc on rappelle que le montant total études, contrôles, diagnostics et travaux s'élève à 510 000 € environ, que le montant des plus-values ou moins-values, et la plus-value est de 8 922,45 €, soit 1,7%. Il y a eu la création d'une rampe d'accès à l'intérieur des locaux qui initialement n'était pas prévue pour 769 €, des modifications de l'aménagement intérieur avec notamment des modifications courant faible et courant fort, création d'une alimentation électrique pour les enseignes lumineuses avec une coupure pompier extérieure, des goulottes de câblage arrivée de téléphonie en aérien, création d'une alimentation pour l'ouverture automatique de la porte d'entrée. Ceci a constitué une plus-value de 10 875,53 €. Et puis, il y a eu l'installation d'une ventouse pour l'ouverture automatique de la porte, avec une plus-value de 1 895 €. Et il y a eu un certain nombre de modifications d'agencement et divers qui ont occasionné, eux, une moins-value de 4 618 €. Donc le solde est à 8 922,45 €. Voilà. Je précise simplement que le montant total annoncé de 500 et quelques est pour l'ensemble du bâtiment, hein, pas Oui, que oui. pour la Poste. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui, pour l'ensemble du bâtiment. Donc voilà, et je rappelle d'ailleurs que l'inauguration officielle qui avait été prévue il y a de cela 3 semaines aura lieu ce samedi à 11h30 et vous êtes cordialement invités à venir y participer. Inauguration de la Poste et des bureaux annexes de la commune. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer un bon été puisque nous n'avons pas de conseil municipal au mois de juillet et au mois d'août. Le prochain a lieu le 18 septembre. Et vous vous rappelez qu'au dernier conseil, je vous ai fixé les dates. 18 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2018. Voilà. Donc, bonnes vacances, reposez-vous bien, tout le monde en a besoin, et revenez avec des questions. Merci.